j'aimerais la poser à Monsieur Joannet. Monsieur Joannet, est-ce que vous voulez bien nous indiquer quel est le cadre, quelle est la norme du sujet dont nous allons débattre aujourd'hui, le cadre juridique et la norme, s'il vous plaît. Bonjour, parce que je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas vous dire quel est le cadre. Le cadre, en fait, les activités de congélation et de conservation des gamètes et des gangs, comme toutes les activités relatives à l'aide médicale à la procréation, sont encadrées par la loi en France. Et donc, la loi distingue ce type d'activité qui donc est soumise à autorisation pour les centres où c'est pratiqué et jusqu'à la dernière loi est soumise à agrément pour les praticiens qui pratiquaient ces activités. Donc, la congélation des gamètes des embryons, c'est une technique biologique qui permet de préserver ces gamètes et ces embryons et de les préserver pour un usage ultérieur. La congélation des spermatozoïdes est très ancienne, puisqu'on sait congeler les spermatozoïdes depuis des dizaines d'années, et que les techniques sont devenues vraiment performantes à partir de la Deuxième Guerre mondiale, des années 40, quand on a découvert le rôle des cryoprotecteurs, c'est-à-dire des substances qui permettent de conserver les cellules. Et grâce aussi à la médecine vétérinaire, puisque les techniques ont été mises au point avant tout pour congeler les spermatozoïdes des taureaux, les spermatozoïdes d'autres espèces. Et vous savez que pratiquement toute la reproduction de certaines espèces domestiques, comme l'espèce bovine, se fait par insémination artificielle à partir de spermatozoïdes congelés. Pour l'homme, ça a été plus tardif, et c'est à partir des années 70 que les banques de sperme, on appelle Ségos en France, se sont développées pour congeler des spermatozoïdes. Et on congèle les spermatozoïdes soit dans un but de procréation avec tiers d'honneur, pour une meilleure organisation et gestion de ces activités, soit pour préserver la fertilité des hommes quand elle est menacée, et principalement quand les hommes reçoivent des traitements toxiques pour leurs testicules, principalement des traitements anticancéreux, en même temps que guérir, en même temps que stériliser. Quand il s'agit des cancers d'hommes jeunes, principalement, la leucémie, les lymphos, les cancers de testicules, avant de débuter les traitements par radiothérapie ou chimiothérapie, on leur conseille de congeler ces spermatozoïdes pour qu'ils puissent ensuite devenir pères avec ces spermatozoïdes-là, dans le cas où ils auraient été stérilisés par le traitement. La technique n'est pas très compliquée, l'organisation n'est pas très compliquée. Ce qui peut poser des questions éthiques importantes, c'est la suite. Ce sont les modalités d'utilisation de ces gamètes qui va décider d'utiliser ces spermatozoïdes qui ont été congelés quelquefois 10, 15, 20, 25 ans avant. Qui va décider dans quel but? Et notamment, vous savez sûrement parce que ça fait l'objet de relations éthiques, est-ce que ces spermatozoïdes peuvent être utilisés après la mort des personnes? C'est des questions peut-être, je ne pense pas. Les ovocytes, est-ce que je peux continuer? Les ovocytes, parce que je suis pas dans le droit, je suis dans la médecine, qui est mon domaine, je connais. Les ovocytes sont beaucoup difficiles à congeler. Parce que un spermatozoïde, c'est une cellule où on a très peu d'eau. Il y a un noyau avec un ADN très compacté, il y a des structures très protéiques, fibreuses, et très peu de cytoplasme, très peu d'eau de spermatozoïdes. Donc le spermatozoïde résiste assez bien à la congélation. L'ovocyte est une très grosse cellule avec beaucoup d'eau. Et quand on congèle ces ovocytes, toute cette eau à l'intérieur des cellules cristallines sur des cristoplasmes. Des cristoplasmes qui sont agressifs pour les cellules. Et notamment pour le noyau du spermatozoïde qui, quand on congèle, est à un stade de maturité où ce noyau est dans une forme très particulière parce qu'il n'est pas condensé comme les spermatozoïdes.
c'est un fuseau mitotique avec des chromosomes, et la technique de congélation peut désorganiser ce fuseau mitotique et donc peut léser l'ovocyte pour son développement derrière qui sera développé. Donc l'ovocyte se congèle relativement mal, c'est-à-dire avec une très faible performance. On peut quand même le congeler, et là aussi, vous savez sans doute, les techniques s'améliorent, et il y a des techniques qui sont maintenant peut-être un petit peu plus performantes, qui ont encore montré comme une nitrification ovocytaire. Les embryons sont génieux, pourquoi? Parce que les embryons sont faits de cellules petites de l'ovocyte, et surtout le nouvelle de ces cellules n'est pas dans un état que l'œil ovocytaire, et donc l'œil résiste bien à la congélation. Donc les embryons, c'est bien les congeler depuis des dizaines d'années, et très rapidement, quand la fécondation in vitro a été développée au début des années 80, on a pu congeler les embryons. Et ces embryons sont complètement transformés, selon le congelé, complètement transformés à la réalisation de la fécondation in vitro, puisqu'au lieu de d'extraire les embryons créés par fécondation in vitro, on ne pouvait pas transférer pour les virus des femmes parce que ça représentait un réel danger de grossesse multiple pour ces femmes avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Donc au lieu de laisser ces embryons les détruire, on pouvait les congeler, les garder et les transférer ultérieurement quand c'était nécessaire chez les personnes concernées. Là aussi, une conclusion c'est que dans certains cas, ces embryons peuvent être transférés pour réaliser le projet parental du couple. Et puis quand il n'y a plus de place pour le projet parental du couple, que peuvent devenir ces embryons? Détruits, donnés à notre couple, utilisés pour la recherche. Ce sont là toutes les questions qui sont consécutives à cette possibilité de congélation de ces embryons. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions diverses qui émergent à partir de techniques biologiques. Là, vous abordez d'abord une thématique très différente, donc juste pour la resituer, avant de répondre précisément à la question. Jusqu'à présent, la fécondation in vitro, c'est-à-dire la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules à l'extérieur du corps de la femme, a été proposée pour traiter les problèmes de stérilité, d'infertilité. Donc d'abord féminine, là où il n'existait pas de l'organe génital en bon état, puis ensuite toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur lesquelles éventuellement on reviendra. Puis les stérilités masculines, là où il y avait très peu de spermatozoïdes qui étaient fabriqués chez l'homme. Et puis dans les années 1990, s'est ouvert une autre indication qui n'a rien à voir avec la stérilité, en tout cas en partie, qui est celle du risque de transmettre une maladie génétique. Je suis obligé de faire ce petit parcours pour qu'on se comprenne. Donc, lorsqu'un couple a un risque de transmettre une maladie génétique et qu'il le sait, bien, il y a trois solutions. Soit il l'accepte, soit il fait pendant la grossesse un diagnostic pour savoir si, avec les lois de génétique, le fœtus qu'il porte est atteint ou pas atteint de la maladie, et ensuite ils peuvent prendre avec un conseil médical et autres une décision quant à l'évolution de la grossesse. Soit ils ont cette connaissance à l'état embryonnaire en passant par la fécondation in vitro avant que l'on remette les embryons dans les utérus, donc on fait un choix sur les embryons qui ne sont pas porteurs de la maladie que nous recherchons. En France, c'est très cadré, il n'y a que 3 centres, 4 centres maintenant qui vont faire qui font cette technique. Il faut que ce soit des maladies particulièrement graves et incurables et qu'il y ait une transparence de tout ce qui est fait autour de cet objectif. Il se trouve qu'il y a des maladies qui atteignent bien sûr des enfants et qui pourraient être des maladies génétiques, je parle, et qui pourraient être guéries, traitées, en tous les cas, voire guéries, par une greffe. Oui, on est très loin, apparemment, nous allons comment ça se rapproche. Donc une greffe de cellules souches qui peut exister dans des banques de cellules souches, ce qui est une autre thématique. Et donc ces enfants, si on leur change le sang, ils vont plus avoir les troubles de certaines maladies qui nécessitent, par exemple, des transfusions sanguines toutes les semaines, avec les conséquences que cela peut avoir pour leur développement et l'astreinte parentale, surtout quand il y en a 2, comme c'est le cas de temps en temps.
Dans ces situations-là, on peut réaliser ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire que l'on va faire une fécondation in vitro, prélever une cellule de chaque embryon et analyser le statut de l'embryon, à savoir s'il est porteur ou pas porteur, s'il va réaliser, s'il va être malade ou pas être malade. On peut être porteur et non malade. Donc, schématiquement, il s'agissait, le premier cas, vous avez fait référence l'année dernière, enfin le premier cas qui a abouti, parce qu'il y en a d'autres, il s'agissait d'un couple qui risque de transmettre une maladie qu'on appelle la bêta-thalassémie, et qui avait déjà 2 enfants. Le deuxième enfant, au moment de la grossesse, le couple a fait un diagnostic prénatal, on savait que le deuxième enfant était atteint, il y avait des convictions religieuses, a préféré continuer la grossesse tout en sachant qu'il y aurait une grosse difficulté pour ces enfants. Au moment du souhait du 3e enfant, ils ont souhaité que celui-ci ne soit pas malade et donc qu'on fasse une fécondation in vitro. Mais ils nous ont demandé s'il était possible, parmi les embryons, de voir ceux qui en plus étaient compatibles avec le frère ou la sœur. Qu'est-ce que ça veut dire compatible? Eh bien, on ne peut pas se transmettre des cellules sanguines comme ça de l'un à l'autre sans avoir un chapeau qui permet que ça fonctionne, que ce ne soit pas rejeté. C'est les lois de l'immunologie humaine. Et donc, nous avons tous des groupes tissulaires, qu'on appelle HLA, peu importe, ce sont des groupes tissulaires qui font que c'est compatible ou ce n'est pas compatible. Donc le hasard peut faire qu'il existe des groupes tissulaires compatibles, ça peut être spontanément, spontanément de groupes compatibles. On peut en trouver dans les banques si les banques ont ce groupe-là qui est assez rare, ou bien le hasard de la reproduction peut faire qu'un des embryons, qui non seulement n'est pas porteur du risque de la maladie, de la bêta-thalassémie, mais en plus peut être compatible. Donc nous sommes trouvés avec un embryon qui était compatible, l'autre qui ne l'était pas. Les deux étaient indemnes de la bêta-thalassémie. Et après discussion, je fais court, le groupe nous a demandé pour remettre les 2 embryons, laissant au hasard donc, le choix de l'évolution. Et en fait, l'enfant qui est né donc, spontanément est un enfant qui est indemne de la maladie et qui en plus était compatible. C'est-à-dire qu'à sa naissance, j'ai pris les cellules du sang du cordon, on a pu les stocker, et ces cellules ensuite ont pu être traitées, réinjectées à la petite fille, parce que c'était que avec la petite fille qu'il y avait la compatibilité, pas avec le frère. Et aujourd'hui, je peux dire d'ailleurs, voilà, c'est une annonce que les choses se passent bien, que la petite fille est donc traitée et guérie, comme on peut guérir. Bref, il y a toujours un petit risque de récidive, mais disons que l'opération s'est passée très bien. Alors, vous voyez, j'ai dû faire tout ça pour expliquer ce que l'on dit. Sous les mots, il y a des idéologies, et lorsqu'on dit bébé médicament, ça veut dire c'est un bébé qui est utilisé pour, il est utilisé comme une chose, comme un médicament pour autre chose. Et il y a un autre mot qui est le bébé du double espoir, c'est-à-dire d'un espoir que lui-même soit indemne de la maladie à la différence de son frère et de sa sœur, et d'autre part le double espoir, car il peut apporter, malgré lui, bien entendu, parce que ce n'est pas lui, mais c'est le sang qui est contenu dans le cordon et dans le placenta, peut éventuellement, si tout fonctionne bien, apporter une guérison à son frère ou sa sœur. Donc, bien entendu, je m'oppose à ce terme qui est de façon sous-jacente à une connotation d'utilisation. Et c'est un débat qu'il faut avoir, et je pense qu'il faut à ce moment-là qu'on se pose tous la question, lorsque nous projetons d'avoir un enfant, je pense que c'est toujours pour l'enfant qui va venir, et même lorsqu'il est là, il va se charger lui-même d'exister pour lui enfin, en tant que tel, et pas forcément de ce qu'on va projeter. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toujours plusieurs éléments qui interviennent dans la projection et dans le choix d'un enfant. C'est par rapport à soi, par rapport au couple, par rapport à la famille, par rapport à l'image, par rapport à l'immortalité, par rapport à 36 000 choses, des choses belles, des choses pas belles. C'est comme ça. Donc, est-ce que ça imprègne de façon définitive l'enfant? Je pense que justement les enfants que nous avons été et qui arrivent ont un espace de liberté pour de toute façon pour exister en tant que tel, quelles qu'aient été les projections
qui ont pu préexister à la conception, qui évoluent d'ailleurs, qui évoluent moins, qui évoluent surtout avec l'évolution. Donc, pas de bébé de médicaments, mais de bébé de Monsieur Friedman, quel est le cadre juridique dans lequel vous travaillez en ce moment? Ce cadre a évolué en 2011? Il a été évolué exactement en 2004. Il a été autorisé à ce moment-là à ce que soit pratiqué justement ce double diagnostic que je viens de vous raconter. Jusqu'à là, il ne l'était pas, donc il y a eu une extension et puis une autre extension pour des maladies à révélation tardive. Donc c'est deux nouveautés qui sont passées au moment de la révision de la loi de 2004. Donc la deuxième révision, je vous rappelle que dans l'échelle du temps, c'est 94 la première loi, c'est 2004 la deuxième, et c'est juillet 2011 la troisième. Donc la troisième loi de bioéthique sur cette thématique-là n'a rien changé, hein, je dirais. Et donc on est dans un cadre parfaitement cadré. En tous les cas en France, il est encore plus ouvert que dans d'autres pays à l'étranger, mais où il est autorisé et cadré. C'était au moins une question directe. J'ai effectivement jamais eu d'embryon sur mon divan. J'ai rarement eu un entretien avec un spermatozoïde. J'attends toujours que l'ovule se présente à ma consultation. Donc effectivement, mon expérience est plus avec les enfants issus de ce type de technique. Et je dirais que le problème qui se pose, comme d'ailleurs le problème sémantique que vient de citer René Friedman, est l'excès de signification. C'est les enfants de la science, c'est des enfants qui sont marqués à l'origine par un excès de signification. Et qui peut devenir une sorte de piège, si vous voulez, de piège pour eux. Quand on a fait une étude pour voir qu'est-ce que les enfants, comment ont été, la façon dont les parents se représentaient les enfants issus de procréation médicalement assistée après congélation, cryoconservation de l'embryon, du zygote. Et je vous cite un peu les principales catégories qu'on a repérées. Un côté, c'est le survivant. C'est le survivant, c'est-à-dire finalement une sorte de héros. Il a tenu malgré tout. En général, il a un caractère fort. Certains nous ont même dit, il résiste à la douche froide. Et au fond, il y a une préoccupation aussi pour les zygotes surnuméraires, c'est-à-dire que si les parents font une conception médicalement assistée et que le premier enfant est fait immédiatement, bon, c'est une chose. Si ensuite il y a une deuxième gestation avec un embryon cryoconservé, qui était précédemment cryoconservé, évidemment, pour ceux qui seraient encore surnuméraires, il y a une préoccupation supplémentaire, parce que l'enfant est là et vient là aussi donner une signification forte à ce matériel. Et donc, toute cette clinique est marquée par l'excès de signification. Il y a une patiente qui m'a fait une déclaration didactique après une consultation. J'en ai fait, je l'ai présente dans le livre qu'on a écrit Déjeuner de devenir, donc je peux le citer puisque c'est accepté que ça soit cité. Donc, et ça vous montre bien ce piège de la causalité qui peut exister. C'est la maman, après la consultation, dit « Viens mon Findus ». C'est-à-dire saisissant cet enfant sur la catégorie excessive de son origine. Donc le problème clinique qui est posé à nous, c'est exactement ce qu'elle dit René Friedman, j'ai juste pris au passage, l'espace de liberté pour que l'enfant puisse exister en tant que tel. Ce qu'on doit faire, c'est ne pas être fasciné par ça. Voilà, il y a plusieurs jours de bioéthique très importants, débat dans la société civile, débat éthique, mais notre préoccupation, c'est que l'enfant puisse retrouver les dimensions d'un sujet qui émerge, qui se débrouille avec la vie, qui a ses propres particularités et qui sont bien au-delà de ce qui a précédé à sa conception. Quelles sont les demandes que vous entendez de la part des mères et de la part des couples qui viennent vous rencontrer?
Je crois qu'on pourrait peut-être mettre de l'ordre, serrer les questions en justement revenant peut-être à la loi de bioéthique et à la dernière révision de la loi, celle du 7 juillet 2011, puisqu'il y a deux éléments nouveaux qui sont promulgués par cette loi et qui justement vont mettre des éléments nouveaux dans les questions des couples et les réponses qu'on va pouvoir apporter. Donc le premier élément, c'est la rectification des ovocytes. Et le deuxième élément, c'est qu'un homme ou une femme qui accepterait de donner ses gamètes n'a plus besoin d'avoir déjà préalablement procréé. Il peut être donneur sans être père ou sans être mère. Donc ça va, je dirais, créer à la fois des possibilités extraordinaires pour nous, praticiens, en aide à ces couples, et créer des nouvelles difficultés. Alors je réponds un petit peu en biais, si je peux dire. Difficulté du stock d'embryons. Alors ce stock d'embryons, il a été fabriqué artificiellement du fait des possibilités de la fécondation in vitro. Quand Louise Brown est née, il n'y avait pas de stock d'embryons, puisque la maman de Louise Brown n'a pas été stimulée. Ses ovaires n'ont pas été soumis à des inducteurs d'ovulation. Mais pour la grossesse de la mère de Louise Brown, il a fallu faire des efforts. C'était quelque chose de difficile. Tout ceci a été considérablement amélioré, le rendement de la technique a été amélioré par les inducteurs d'ovulation, et nous avons maintenant, lors d'un cycle de FIV, facilement 10 ovocytes, 15 ovocytes qui sont recueillis. Ceci pour nous est extrêmement intéressant, puisque ça va nous permettre de faire féconder ces ovocytes, d'avoir des embryons, d'avoir un corps d'embryons et de laisser évoluer ces embryons pour choisir celui qui aura le meilleur potentiel évolutif, qu'on aura envie de remettre dans l'utérus de la femme avec les meilleures chances de grossesse. Donc ces inductions de l'ovulation, ces congélations d'embryons surnuméraires sont un peu le prix à payer pour qu'on ait un meilleur rendement de technique. Et plus on va les laisser évoluer 3e jour, 5e jour, eh bien, moins on aura d'embryons à congeler, mais plus notre rendement sera meilleur. Donc, forcément, on a créé un stock d'embryons surnuméraires, même si maintenant on se donne du mal pour en avoir moins. Et nous ne sommes pas prêts à renoncer à ce stock d'embryons surnuméraires, parce que nous voulons continuer à sélectionner nos cohortes pour mettre en place dans l'utérus, si possible, un seul embryon, parce qu'un de nos objectifs, c'est de lutter contre les grossesses multiples. Donc nous ne voulons pas renoncer à la congélation embryonnaire, comme ça a été le cas par exemple en Italie ou en Inde, et on a fait beaucoup d'autres bêtises, on a limité le nombre d'ovocytes, mais on a utilisé du coup tous les embryons qu'on avait, parce qu'on ne pouvait pas les congeler, et on a eu des grossesses triples en veux-tu en voilà. Donc ça c'est un premier point de réponse qu'on peut donner aux gens. Certains ne veulent pas de congélation. La loi d'ailleurs dit, dans ce cas, il faut utiliser, il faut ponctionner le strict minimum de l'ovocyte. C'est aussi d'ailleurs dans le nouveau texte du 7 juillet 2011. Après, eh bien, il y a ce stock d'embryons surnuméraires, comme il a été créé, ben, on a eu l'idée de l'utiliser pour le donner. C'est là qu'est arrivé l'accueil d'embryons, 2001-2002. Et malgré ce stock très important d'embryons congelés, je pense, c'est pas un secret que l'on dévoilait, mais il va y avoir dans notre centre à peu près 5 000 embryons congelés. Eh bien, ce système de l'accueil d'embryons ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait pu l'atteindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a tellement d'embryons. Ça marche techniquement parlant, mais il y a des freins. Certains couples qui initialement ont été prêts à donner se découragent parce que c'est lourd, vous y passez souvent, vous voir les équipes, vous voir les psychologues. D'autres couples n'ont plus envie qu'on leur parle de filles, ils veulent effacer cette période-là, ces embryons congelés, ça leur rappelle des souvenirs. Et puis il y a aussi ce fameux problème
probablement du secret. Qu'est-ce qu'on va dire après à ce soit le donneur ou le receveur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va dire à cet enfant qui est né après un accueil d'embryon? Il était surnuméraire. Pourquoi est-ce que cet enfant il est finalement moins à sa place dans la famille initiale? Pourquoi est-ce qu'il a dû être donné à d'autres? Donc ça peut être une difficulté pour certains couples et c'est difficile. Il est aussi très difficile de détruire les embryons. On a plein de projets parentaux, on a 2, 3, 4 enfants. On ne veut plus utiliser cet embryon, mais on n'a pas envie de détruire cet enfant potentiel. Tout ça, ça représente. Sachant qu'on a déjà à la maison, on voit bien comment ils sont ces enfants. Et donc, on va lui donner. Et c'est pas le défi. Pour certains, je ne veux pas généraliser, mais ça peut être une difficulté. Donc après arrive le don de gamètes. Alors, le don de gamètes, je parle pas des spermatozoïdes, parce que c'est pas quelque chose que je connais bien, mais le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes est quelque chose qui est extrêmement compliqué en France à l'heure actuelle, parce que nous avons cette fameuse pénurie de donneuses. Les donneuses sont très altruistes, elles sont, comment dire, la solidarité féminine oblige, elles donnent, mais le nombre de donneuses est quand même relativement restreint par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays où les circonstances sont différentes. Donc il y a cette fameuse fuite de certains couples à l'étranger. Et ça, évidemment, en tant que personnel soignant, ça nous pose de très gros problèmes. Et en tant que couple, le demandeur, ça pose aussi de grands problèmes. Alors cette fameuse vitrification ovocytaire, qu'est-ce qu'elle vient faire maintenant? Eh bien, le texte de loi s'accompagne d'une petite phrase qui dit une personne qui n'est pas encore père ou pas encore mère peut donner ses gamètes et une partie pourrait être conservée, si ça s'appelle des ovocytes, mais c'est de la vitrification, pour elle-même, pour un usage ultérieur en assistance médicale à la procréation. Alors évidemment, ce sont des perspectives nouvelles qui s'ouvrent, qui vont révolutionner, à mon sens, la chose. Pour les équipes, fini la synchronisation du cycle de la donneuse, des receveuses qui ont été appareillées. Fini le coup de fil de la troisième receveuse. Écoutez, madame, je suis désolée. J'ai pincé l'ovocyte cette fois-ci, il n'y aura pas d'embryon. Si ce sont des ovocytes qui sont en stock, eh bien on va les utiliser au fur et à mesure du besoin des receveurs. Ça va donc considérablement alléger le travail des équipes et alléger, je dirais, cette douleur des couples. Et ça va très probablement aussi augmenter le pool des gamètes disponibles. Ça va augmenter le pool parce que nos données sont par définition plus jeunes. Et donc, fourniront plus de ovocytes. Alors, la seule réticence qu'on y verrait, c'est que le don a donc secondairement permis d'auto-conserver. Est-ce qu'il n'y aura pas pour ces femmes, après un petit peu de récupération par convenance et d'utilisation de ces gamètes à un âge malheureusement plus tardif, et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on souhaite. On n'est pas là pour favoriser les nécessaires. Ce stock d'embryons surnuméraires, vous avez dit, s'élève à 5000. Chez vous, est-ce que ce stock est encombrant? Il n'est pas physiquement encombrant. Physiquement, 500 d'accord. Ça ressemble à des grosses cuves métalliques remplies d'azote liquide. Des cuves, je ne sais rien, je ne sais même pas. Un diamètre, je ne sais pas, peut-être diamètre 1,50 m de cette hauteur-là, et qui remplissent une salle de stockage. Et quand on est un hôpital normalement constitué, on a une salle de stockage tout à fait profonde. C'est pas physiquement encombrant. C'est le potentiel, le devenir qui pourrait poser problème. Est-ce qu'on se pose la question de leur destruction? Alors là aussi, le législateur y a pensé dans les différentes révisions de la loi, pas la dernière, mais précédemment. Les couples sont sollicités chaque année, les couples qui ont
la conservation de vos embryons? Souhaitez-vous les donner à notre couple, c'est l'appel d'embryon? Souhaitez-vous les détruire ou souhaitez-vous les donner à la science dans le cadre d'un protocole très encadré? Et la loi dit que si ces couples ne donnent pas signe de vie, n'émettent pas d'enfants, ne choisissent pas, au bout de 5 ans, le centre de l'éducation. Et on les détruit pas. C'est la grande question. Jusqu'ici, on a beaucoup mal, parce qu'on se dit, si j'avais mal appelé le couple, et s'il a changé d'adresse, est-ce que j'ai finalement envie de ma mettre en couple, etc. Mais lorsqu'on est sûr d'avoir fait correctement son travail, alors on va les détruire. Monsieur Ansermet, est-ce que la même question se pose en Suisse? Comment se pose-t-elle chez vous? Oui, en Suisse, actuellement, il y a une loi qui dit qu'après 5 ans, le couple va recevoir, le couple de géniteurs va recevoir du centre de procréation médicalement assistée une lettre. Et dans cette lettre, on indique la nécessité, selon la loi, d'un choix, le choix ou bien de détruire le zygote, puisque chez nous c'est des zygotes, pas des embryons, c'est-à-dire le moment où les deux noyaux se rapprochent, la cryoconservation a lieu juste à ce moment-là. En fait, les lois changent en fonction des frontières. En Suisse, on cryoconserve des zygotes et pas des embryons. Donc, le couple reçoit cette lettre. Donc, vous imaginez la perplexité, c'est quand même un moment très spécial. Certains disent qu'il y a eu tout un débat autour de l'interruption volontaire de grossesse. Et certains nous ont dit maintenant on est dans la grossesse non volontaire, enfin, la grossesse imposée. Et au fond, les sujets soumis à cette contrainte, qui est une contrainte pour limiter le nombre d'embryons existants dans les congélateurs, qui a une éthique au niveau de la population, pose un problème très complexe au niveau d'un couple. Alors au fond, ces couples, nous on fait une étude en ce moment, on les reçoit, on les écoute, on essaie de savoir comment ils résonnent, qu'est-ce que ça fait résonner chez eux. Donc au fond, s'appuyer pas seulement sur des décisions éthiques, politiques ou de commissions éthiques, mais sur la clinique. Qu'est-ce que ces personnes vivent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont tout le temps dans un raisonnement très particulier, que je dirais vraiment un conflit d'impasse. C'est-à-dire le conflit d'impasse, c'est A ou non A. A, c'est une chose, non A, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on leur dit il y a une nécessité, vous pouvez les implanter. C'est-à-dire c'est des enfants potentiels. Il y a un devenir potentiel en eux, d'enfants. Donc, vous pouvez les implanter. Et en même temps, on dit, mais vous pouvez les détruire. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est des restes des démarches de procréation. Il y a beaucoup de spermatozoïdes qui se perdent dans la nature inutilement. Il y a beaucoup d'ovules qui disparaissent sans que personne n'ait su qu'ils disparaissaient. Donc pourquoi pas des zygotes. Donc on leur dit d'un côté que c'est des enfants potentiels et de l'autre le contraire, c'est-à-dire que c'est du reste de matériel procréatif. Et les sujets sont pris dans ce conflit de ce qu'on pourrait appeler l'identité paradoxale de l'embryon congelé, l'identité multiple, l'identité contradictoire. C'est vraiment des figures de rhétorique. C'est ni, c'est pas des cellules, c'est pas un enfant, c'est pas une chose, un objet, mais c'est pas rien. Et ça n'est pas ce que c'est, si vous voulez. Donc comment est-ce qu'on raisonne sur ce qui n'est pas ce que c'est? Et je pense que ce conflit d'impasse est au centre de cette démarche qui aujourd'hui en Suisse est en train d'aboutir au fait que cette loi des 5 ans va changer et ce sera plutôt un processus plus dynamique de dialogue progressif avec ces couples, peut-être plus clinique que normatif.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants et dans la tête des parents lorsqu'on évoque ces jumeaux potentiels qui pourraient naître quelques années après le premier enfant? Évidemment, se pose la question de la fratrie. La fratrie est aussi un élément important de la famille. Qu'est-ce que disent les enfants? Jusqu'à maintenant, on n'est pas forcément dans un dialogue dans notre société très soutenu avec la fratrie pour dire, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord que ce soir, papa et maman se rendent au lit conjugal pour faire un petit frère ou une petite sœur? Ça survient en général dans une différence générationnelle. Mais au fond, souvent, en tout cas, les parents ont cette difficulté en imaginant effectivement qu'il y a un autre. Si vous voulez, c'est ça le paradoxe, parce que pas les jumeaux au sens utilité là, c'est un autre qui est le même et qui serait potentiellement en devenir, c'est-à-dire qui serait potentiellement là. Bon, la fratrie, c'est très difficile. En Suisse, il y avait une association qui a lutté pour le droit à l'assistance médicale à la procréation. Cette association de familles qui avait procréé de façon médicalement assistée s'appelait Azote Liquide. C'est déjà un choix d'association assez étonnant, parce que là on voit de nouveau ce marquage à sens unique, trop présent. Et puis ils avaient pu accéder à un enfant issu de procréation médicalement assistée. Les parents avaient accepté qu'ils soient interviewés par les journalistes. Moi-même je le connaissais. Ils ont vu cet enfant, il était photographié dans le journal, qui s'appelle en plus Le Temps. C'est le temps du dégel, n'est-ce pas? Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu penses des procréations médicalement assistées, de tous ces... Et lui, la réponse, je la trouve merveilleuse, il a dit « content d'être là ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a que la réponse que chaque sujet invente. Et en France, qui souhaiterait répondre sur ce point-là? Le point de vue de l'enfant, vous voulez dire? Oui, le point de vue de l'enfant. Moi, je revois le point de vue de l'enfant à travers mes yeux médicaux, je dirais. Donc, je reviens à mon idée première d'enfant né le plus à terme possible, le plus doté possible, de leur forme possible. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que je pense que quand on est un enfant, au moins plus tard, on pourra sans doute apprécier, d'avoir eu un bon démarrage dans la vie et donc, nos efforts à tous, justement, d'essayer d'avoir des grossesses uniques et qui se passent bien. Ensuite, le deuxième point que je verrais, c'est peut-être un peu, comment dire, c'est pas très médical, mais c'est cette notion d'amour, que après tout, on peut citer, qu'on soit un couple donneur, qu'on soit un couple receveur, qu'on soit dans le contexte du don de bien-être ou de la vie en général, on œuvre quand même tous pour fabriquer des enfants qui soient désirés. Et si un enfant naît et qu'il sait qu'il a comblé des parents qui l'attendaient avec beaucoup d'impatience sa naissance, je pense que ce sera déjà quelque chose de très voilà, ce que je pourrais rajouter. Quand on est là aussi. Monsieur Joël. Sur ce point, le vécu des enfants, et du point de vue de l'enfant, je crois qu'il ne faut pas ignorer qu'il est en très grande partie dépendant du vécu des parents et du point de vue des parents. Finalement, comme on parlait du point de vue des enfants, et des enfants dont on parlait de sciences tout à l'heure, ce sont des enfants qui ont grandi, qui sont adultes, qui s'expriment. Et ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent, c'est le fruit d'un tas de choses très complexes. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est, comment on est, etc. Mais souvent aussi, et peut-être dans ces familles-là plus que dans d'autres, on est aussi ce que nos parents nous ont dit, nous ont transmis, nous ont préparé à vivre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du droit de l'enfant et des enfants, mais je crois qu'on ne peut pas dissocier ça. Des parents. Récemment, j'ai rencontré une famille qui m'a énormément intéressé. Et
parce que j'avais aidé les parents il y a une trentaine d'années à devenir parents prospères. Pourquoi il m'a énormément intéressé? Parce que c'est 30 ans après, cette famille a 4 enfants qui sont des adultes. Et ces 4 enfants sont arrivés à cette famille par 4 manières différentes. C'était un couple à l'époque qui avait des difficultés de procréation, c'était lié à une masculine. Cet homme n'était pas complètement stérile, il avait son spermatozoïde assez pathologique, et visiblement n'arrivait pas à venir. N'arrivait pas à les enceinte naturellement. Ils ont tout essayé. C'était depuis la fécondation in vitro, donc fécondation in vitro, ça ne marchait pas. Et donc, ils ont adopté un enfant. Et leur premier enfant, une fille, est un enfant qui a été adopté. Et puis ils ont quand même voulu procréer. Ça, je pense que c'est aussi une notion importante, c'est que l'adoption, quand il y a un enfant, il y a son histoire qui existe, mais on peut aussi avoir envie de créer un enfant. Des groupes qu'on rencontre vivent. Et comme là, c'était les masculines, ils ont choisi de procréer par don de sperme. Et donc, ils ont eu un premier enfant par don de sperme qui a été conçu par fécondation in vitro. Puis un deuxième enfant né par don de sperme qui a été conçu par insémination artificielle, parce qu'on n'a pas forcément besoin de fécondation in vitro, c'est compliqué quand on dit que les spermatogènes qui n'ont pas, ils savent l'insémination. Et puis ils ont voulu avoir un enfant, et ils sont venus voir ce que ça puisse être à l'époque, un troisième enfant à procréer. Et pendant les démarches, la femme est devenue enceinte, naturellement, de son mari. Et donc un quatrième enfant lui a été conçu avec le spermatozoïde de son père et la lune de sa mère. Et je les ai rencontrés il y a quelques mois, et c'était extraordinaire parce que ces 4 origines différentes de ces enfants ont conduit à des enfants de personnalités différentes, mais qui avaient une communauté de vie et des pensées qui était leur communauté familiale, qui était une histoire de la famille. Et finalement, ce qui dominait dans cette affaire, c'était comment les parents avaient informé les enfants, avaient préparé les enfants, et comment ces jeunes histoires différentes montrent avaient échangé de l'unité pour qu'on puisse se développer. Dans cette affaire, je pense que c'était le plus important. Et que j'ai trouvé que c'était une assez belle famille, assez bien réussie. Et je crois que s'ils ont été bien réussis dans leur démarche, c'était aussi parce que les parents avaient fait un travail dans leur démarche de procréation et avaient bien intégré que le mode de procréation c'est une chose et que la manière de se mettre de famille, la manière de fonctionner comme c'est une autre, et que c'est peut-être ça qui est le plus important pour le vécu des enfants plus tard. Monsieur Foucault, quel est le point de vue de la Commission de santé publique et de bioéthique du Grand Orient sur ce sujet? La position est celle d'un mécanisme. Et au passage, la commission que je coanime depuis longtemps n'est pas une commission d'élus, de gens désignés. Nous sommes tous élus à travers les différentes structures du Grand Orient. Depuis de nombreuses années, nous nous posons les problèmes fondamentaux de l'évolution de la science. Rien à voir là. Et depuis le début de ce forum, des démonstrations assez extraordinaires, d'où nous en sommes. Et nous sommes en train de nous poser la question, nous ne sommes pas les seuls. Première question, faut-il tout dire de ce que la science est en train de mettre au point? Et là, on vient d'assister à des interventions fabuleuses où, en fin de compte, nous pensons que c'est un dialogue très beau, très bien, mais quid de l'enfant derrière? On fait une série d'études, aussi bien en France qu'en Suisse et ailleurs, et on parle au nom de l'enfant. Et l'une de nos préoccupations, et nous avons beaucoup dialogué avec les uns et avec les autres, avec le professeur Freeman et d'autres en particulier, et qu'on n'a jamais eu de vraie réponse sur le point suivant. Ces enfants sont nés.
sont le résultat ou pas de vœux familiaux, de techniques, quelles qu'elles soient. La question que nous posons, c'est à quel moment faut-il leur dire? Comment faut-il leur dire? Si jamais il faut le dire. Et puis il y a une autre question, nous avons comme valeur fondamentale le respect du corps humain. Et que dans tout ce qu'on vient de dire, y compris la conservation, le don, le pas don, le prêt, l'accueil, tout ce qu'on veut, est-il nécessaire ou pas d'envisager que les dons, les réceptions, tout ce que l'on veut, soient payants? Nous savons qu'un certain nombre de pays, les nôtres en particulier, se battent pour la gratuité, d'autres pays pas du tout. Et qu'il y a des courants de changer les mots. On ne paie pas, on défraie. On défraie comment et qu'est-ce que l'on défraie? Pour résumer ma position, j'arrêterai là. On sait tous que l'on peut prendre un train, un carnet de chèques, passer la frontière du Pyrénées ou ailleurs, prendre un avion. On a toutes les solutions moyennant l'argent. On ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir ce que ceux qui sont de l'autre côté, auxquels on a vendu l'idée de pour vivre, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de voir ces femmes indiennes sur des écrans, de voir un certain nombre de jeunes pakistanais torse nu? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi ils avaient des cicatrices? C'est parce qu'ils ont vendu leur âme. Donc voilà, la gratuité est une des choses qui nous pose beaucoup de problèmes. L'évolution de la science, je me répète, formidable, mais jusqu'où peut-on aller autrement? Merci. Gratuité en Suisse ou pas? Que dit la loi chez vous? Bon, je ne suis pas gynécologue, mais enfin, les procréations médicalement assistées en Suisse ne sont pas remboursées. Les démarches médicales qui sont faites, alors que dans certaines conditions, je laisse le professeur Friedman donner des détails là-dessus, voilà, c'est considéré comme. C'est compliqué, c'est considéré comme une médecine du désir, et donc elle est à la charge de ceux qui la pratiquent et pas à la charge de la communauté. Là, je crois que vous parlez d'autre chose, c'est-à-dire l'incitation, gratuité ou pas, de l'achat du matériel de procréation. Enfin, voilà. Ce que je pense qui est peut-être important de mentionner sur cette question, c'est que tout ce que vous venez de dire, c'est la question du secret. Et au fond, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, et quand c'est dit. Et alors, j'ai vu toute une série d'études que peut-être mes collègues ici, obstétriciens, connaissent mieux, par exemple Roland Bock, qui a travaillé comme psychologue avec Bob Edwards, ça fait des tas d'études pour savoir combien d'enfants avaient été informés qu'ils étaient issus de procréation médicalement assistée. Moi, j'ai eu l'occasion dans un congrès de discuter avec elle, cette psychologue qui a fait cette étude, elle montrait qu'il y avait un taux important de gens qui avaient dit. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que les gens ont dit? Et ça fait pas partie de l'étude. Et au fond, je pense que c'est une question très importante, parce que qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants? À quelle heure? Quel jour? Dans quelle disposition particulière? Tout ça s'est passé. Donc il y a au fond une impossibilité de dire l'origine, la procréation. Je crois que pour les enfants, ça reste une procréation, mais pour nous tous, une venue au monde, elle est, dans une certaine manière, subjectivement séparée des conditions physiques de la procréation. En psychanalyse, on appelle ça des théories sexuelles infantiles. Les enfants imaginent que, je ne sais pas, c'est entré de la graine par l'oreille, que c'est sorti par le nombril, ou bien même par la cuisse. J'ai mis très long comme psychanalyste à réaliser que ce que Freud appelait les théories sexuelles infantiles étaient des théories non sexuelles. C'est-à-dire que ça court-circuite quelques orifices et quelques organes
actuellement connue médicalement pour entrer en jeu dans la procréation. Ce qui fait penser que subjectivement, on est tous issus de procréation médicalement assistée. C'est les autres qui sont bizarres, ceux qui sont issus de procréation sexuelle. Et c'est vrai que j'avoue, en Suisse, on continue à procréer sur les montagnes, dans les chalets, dans des panneaux d'électricité, les jours d'hiver, lorsque le froid, on continue à procréer de manière très artisanale, sans avoir, au fond, ces autres techniques qui ouvrent un chemin futur. Enfin, c'est une plaisanterie, mais enfin, c'est pour dire que finalement, subjectivement, même si on vous explique, même si on dit, ça reste pour le sujet quelque chose de très abstrait. Vous voyez? Et ça, c'est important. C'est important de réaliser que cette question touche à quelque chose qu'on n'arrive pas bien à penser. D'abord plusieurs choses. Je trouve que dans le débat, il faut juste ramener un petit peu les proportions. Parce qu'on ne peut pas assimiler toute la fécondation in vitro à des problèmes de filiation. Les problèmes de filiation existent dans 5% des cas de fécondation in vitro quand on a recours soit au don d'ovocytes, soit au don de sperme. Mais 95% de la fécondation in vitro, c'est une technique médicale qui considère que le père et la mère sont des origines biologiques, maternelles et paternelles. Donc les discussions qui ont été abordées sur que dire, quand dire et comment dire, à mon avis, et par expérience depuis 30 ans, ne concernent que les problèmes de filiation. Je ne veux pas dire qu'ils sont négligeables, mais je veux dire par là que là c'est le problème effectivement de quand dire, comment dire, que dire, et la notion du secret, pas du secret sur lequel on pourra éventuellement revenir. Le problème du décalage des enfants par la congélation et cette notion du temps. Moi je trouve la réponse quand les questions sont posées, c'est je rappelle que finalement tous les enfants sont décalés. Tous les enfants sont décalés, car tous, en tant qu'ovules, ils existent depuis la naissance chez la petite fille que vous avez été, mesdames. Il n'y en a pas qui ont été créés au cours de la vie. Tous les ovocytes, ceux qui vont donner des enfants à 30 ans ou à 45 ans, sont contenus pour la part féminine, en tous les cas, dans les ovaires et ne bougent pas. Donc tout le monde est décalé de toute façon. Tout le monde a la même origine, tout le monde est décalé. C'est pas l'embryon, bien sûr. Et c'est la partie ovocytaire, enfin qu'au lieu d'être dans l'azote liquide, on est à 37 degrés. Mais la conservation, elle est là, et c'est d'ailleurs pour ça une femme qui a 43 ans, 44 ans, 45 ans souhaite un enfant, et c'est un ovule qui provient de son ovaire depuis l'origine, sauf qu'il y a une théorie qui évoque la possibilité peut-être d'un renouvellement, mais elle n'est pas prouvée du tout. Donc, le problème de l'âge maintenant, de toute façon, une femme sans avoir recours à la fécondation in vitro va concevoir naturellement jusqu'à l'âge autour de 48 ans. C'est comme ça. Il faut regarder autour de nous. Il y a des femmes qui spontanément, avec un monsieur bien sûr, sont enceintes et jusqu'à l'âge de 48, 49 ans même. Ce qui fait que la loi française a dit il n'y a pas de possibilité de traiter, de prendre en charge médicalement quelqu'un qui dépasse l'âge physiologique de la procréation. Donc il n'y a pas donné la date parce que c'est impossible, mais par contre pour la femme dans les cas, mais c'est avant les 50 ans, puisque c'est comme ça, il n'y en a pas autour de nous, à part celles qui trichent sur leur date. Donc, qu'est-ce qui empêche parce qu'une femme souhaite un enfant à 45-46 ans? Il ne faut pas confondre. La loi française dit que toute tentative de fécondation in vitro est prise en charge par la sécurité sociale jusqu'à 43 ans. C'est-à-dire qu'elle est remboursée par nous tous, par solidarité nationale, pour aider effectivement une femme à bout à avoir un enfant jusqu'à l'âge de 43 ans, parce qu'après ça devient très difficile, trop difficile pour y mettre de l'énergie, de l'argent, etc. Mais par contre, rien n'interdit à faire malgré tout, si elle le souhaite, et non remboursée par la sécurité sociale, ou bien d'avoir recours au don d'ovocytes, ce n'est pas illégal. À part que, en France, nous avons peu de donneuses,
Donc, les équipes médicales vont baisser l'âge, plutôt répondre à une femme de 35 ans qui n'a pas de fonctionnement ovarien que celle de 45 ans. Et c'est uniquement par nécessité. Ce n'est pas parce que c'est illégal. Et la même femme, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, comme vous le savez, qui a 45 ans souhaite aller franchir la frontière, va le faire, et on reviendra avec un ovule d'une femme de 25 ans, et donc une probabilité à 40-45% d'être enceinte. Donc, deux dates, 43, 50, on avait pour être schématique, qui claquent. Donc, pour répondre pour les ovocytes, j'en reviendrai. Si effectivement on accepte l'autoconservation des ovocytes, qui est un point éthique qu'il faut discuter maintenant parce qu'on y arrive, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de congeler de façon active et de façon efficace des ovocytes, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc effectivement, une femme pourrait congeler ses ovocytes à un âge où elle est jeune, elle est autour de 30 ans, 35 ans. Et vous avez dit qu'elle pourrait les réutiliser, demander la retirer tardivement. Oui, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire jusqu'à l'âge qui est autorisé, c'est-à-dire jusqu'à avant la cinquantaine, puisqu'elle peut le faire légalement. Je ne vois pas qu'est-ce qui nous ferait l'en empêcher de reprendre ses propres ovocytes. De toute façon, elle a dans ses ovaires qui proviennent d'elle jusqu'à cette situation-là. En tout cas, si on suit la loi française. Donc ça ouvre effectivement, et ce débat aujourd'hui de conservation, on a insisté sur la conservation du sperme, le problème du secret, de dire, de ne pas dire, sur le problème de l'embryon, des difficultés qu'on a à gérer ces embryons en fonction de la demande, et surtout le fait que les couples qui ont des embryons surnuméraires congelés, 20% d'entre eux sont tellement mal à l'aise qu'ils ne disent pas exactement ce qu'ils voudraient que soit fait de leurs embryons. Et nous avons, en tous les cas, dans notre centre, on ne sait pas dans les autres, mais à peu près 15% de couples qui ont des embryons et qui ne se manifestent pas tellement ils ne savent pas quoi dire. Je parle des embryons surnuméraires. D'où, je pense, la possibilité de proposer, en tout cas pour certains couples, ceux qui le souhaiteraient, en tous les cas, et à égalité des chances de réussir la conservation des ovocytes, car il est moins complexe de conserver des ovocytes, de conserver des embryons, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête de conserver les embryons, mais simplement c'est un choix qui serait proposé. Et donc là, le débat éthique, puisque ce sont les journées éthiques organisées dans les 10 ans, c'est pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas conserver ses ovocytes? On est en train de dire, et regardez autour de vous, l'âge du premier enfant est au moins à 30 ans. Dans certaines régions de France, il est même un peu plus élevé. Alors, est-ce que c'est un choix esthétique? Est-ce que c'est de la prévention médicale? C'est-à-dire, on n'arrête pas de dire, attention, à 38 ans, 39 ans, 40 ans, vous allez rentrer dans la difficulté pour concevoir. Nous n'avons pas aujourd'hui de solution miracle. La fécondation in vitro donne de mauvais résultats à partir d'un certain âge. Vous avez entre 33 et 35 ans, vous n'avez pas de proche charmant, vous avez d'autres projets, vous savez que vous allez perdre votre fertilité, peut-être on peut envisager de conserver et de vous donner une chance qui n'est pas à 100%, qui n'est pas automatique, une petite chance, en tous les cas pour plus tard. On le fait volontiers pour des hommes lorsqu'ils vont avoir un traitement, on leur conserve leur spermatozoïde. Est-ce qu'il faut qu'une femme ait un cancer, soit malade, pour qu'on conserve ses ovules? Ce qu'on va faire effectivement, et là on aura le droit de le faire. Donc faut-il avoir un cancer pour conserver ses ovules? Ou peut-on envisager, dans une société libre et non commerciale, de conserver ses ovules si on est dans un cadre d'une prévention de sa propre fertilité? Voilà un des thèmes de débat. Sinon que, bien entendu, l'information des personnes est extrêmement importante, l'information réelle. Quelle est la réalité de la recherche, quel est son intérêt, etc. Je suis très frappé du fait que, par exemple, les sondages d'opinion qui sont faits dans différents pays donnent des résultats assez différents. Par exemple, aux États-Unis, les personnes sont beaucoup plus favorables à la recherche en France, peut-être
parce qu'il y a une information scientifique et juridique qui est beaucoup plus développée sur ces questions. Moi, je voudrais revenir au thème de la modernité de notre table ronde. Pour dire que je suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Fernand quand il évacue l'histoire de la suspension du temps, de la dissociation du temps, en disant simplement on est tous décalés, et les autres aussi qui naissent sont tous décalés parce qu'ils ont commencé leur existence dans l'ovaire. Oui, c'est vrai ça, mais je pense quand même que les questions posées par la conservation congelée des gamètes des embryons suscitent une autre catégorie des questions. Les processus de la procréation naturelle, y compris si une femme qui est venue à 40 ans, c'est un peu aussi qu'à 40 ans, d'accord. Mais quand on est dans une démarche médicalisée de procréation, où on commence un acte par un recueil de gamètes, il s'agit de spermatozoïdes de vue qu'on peut congeler, ou par recueil de gamètes, puis fécondation, puis congélation des embryons avant le transfert dans l'utérus, là on introduit artificiellement une suspension du temps. Ce décalage n'est pas naturel, il est créé artificiellement. C'est une dissociation du temps de la procréation, c'est une distanciation du processus qui conduit à la naissance d'un enfant, c'est une suspension du temps et qui, je pense, ça pose des problèmes dans leur signification anthropologique ou psychanalytique, etc., qui mérite de réflexion. Et pourquoi ça mérite réflexion? Parce que je crois que là, sur ces questions-là, on est confronté à une situation qui n'a jamais existé auparavant dans quelque culture humaine que ce soit. Toutes les autres questions éthiques inhérentes à ce que nous faisons, on les a toujours connues d'une manière ou d'une autre. La création avec d'un tiers, les planifications, etc. Tout ça, ça existait. Quand j'entendais tout à l'heure à la table ronde précédente, Maurice de Delier parler des différentes formes familiales, etc. On a l'impression que beaucoup de choses ont existé dans différentes formes de culture. Et il y a un point qui est nouveau avec la congélation, c'est cette suspension du temps, et cette suspension du temps qui intervient de manière délibérée. Alors, est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Tout à l'heure, M. Anselme disait, oui, un enfant qui naît, qui vient du froid, je suis le petit frère. C'est vrai que moi, je m'interroge, il y a eu des articles encore dans la presse récemment, on disait, le deuxième enfant qui naît est le jumeau du premier. Pourquoi est le jumeau? Parce qu'ils sont issus de la même fécondation in vitro. Mais les jumeaux, c'est pas ça, dans la réalité. On est jumeaux soit parce qu'on est résultat de la division spontanée naturelle d'un embryon en deux jumeaux, qu'on appelle les jumeaux homozygotes, et qui sont les vrais jumeaux. Ou alors on est des jumeaux parce qu'on est issus de deux ovocytes différents et de deux spermatozoïdes différents, mais lors du même cycle, et que l'on s'est développé ensemble dans le même utérus en même temps. Et donc on a une partie de cette vie prénatale, intra-utérine, qui est identique avec le même environnement, et ce sont les autres jumeaux qui sont là, même zygote. Mais donc ce sont des histoires bien particulières. Mais cet enfant qui naît résultant d'un embryon qui a été congelé, qui fait fécondation in vitro, on est né un autre enfant quelques années avant, est-ce qu'on peut parler de jumeaux? Moi, ça m'interroge, parce que je pense que les couples qui vivent ça, quand ils le font, ils font pas la démarche pour avoir un jumeau premier. Ils ont bien un premier projet parental. Le second projet parental est né un enfant. Et puis, cette première fécondation in vitro, les embryons décongelés qui sont là, plutôt que de recommencer le processus, ils vont demander le transfert de ces embryons pour un deuxième projet parental. Mais c'est un deuxième projet parental, c'est pas le premier, c'est différent. Donc, je pense que là, le temps ne pas de la même manière. Donc, là, je pense que ce serait intéressant qu'on ait une réflexion spécifique sur cette problématique du temps dans tout ce cheminement, qui est biologique, qui n'est pas que biologique, sur la construction de l'individu. Je crois que j'aimerais avoir, par exemple, avec M. Anselme. Monsieur Anselme, quelle est la signification psychanalytique de cette suspension du temps?
là, enfin, si j'avais su, je ne serais pas venu. Je parle comme le petit garçon issu de procréation médicalement assistée. Donc je pense que, bon, là on assiste dans le débat à une question très importante. Quand René Friedman dit tous les enfants sont décalés, moi ça me crée un soulagement immense, parce que je dis, on dédramatise cette histoire, on arrête de se laisser fasciner par ça, on relativise. Quand vous dites il y a une suspension du temps, je dis oui, il a quand même raison, il y a une suspension du temps, parce que c'est une congélation. Donc je crois qu'on touche quelque chose que souvent je désigne comme des points de butée. C'est-à-dire quand on commence à réfléchir autour des procréations médicalement assistées, on bute sur quelque chose que tout à coup on n'arrive plus à penser. C'est si on fait maintenant la table ronde jusqu'à minuit, plus personne ne comprend rien à rien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très caractéristique. C'est-à-dire que c'est pas que ce soit les procréations médicalement assistées qui sont tellement particulières, mais c'est qu'elles nous dévoilent l'énigme de l'origine, l'énigme de la procréation, le vertige de l'origine. Vous voyez, c'est-à-dire que ça nous montre ce que d'habitude on naturalise. C'est-à-dire entre origine, donc quelques catégories, origine, sexualité, sport sexuel, procréation, gestation, naissance, descendance, filiation, généalogie, tout ça, c'est des catégories hétérogènes, différentes. Et puis on est dans une ère où on a tout simplifié, parce qu'on pense que la sexualité, la procréation, la gestation, la naissance, la généalogie, ça s'enchaîne de manière naturelle, biologique. Alors qu'en fait, c'est chaque fois des registres différents. On a vu la complexité tout à l'heure dans le débat anthropologique. Donc, effectivement, né à des époques différentes. En Suisse, on a des passeports avec une date de naissance. Procréer à des moments différents. Dans certains, je prends en Chine, il existe certaines zones où il y a une date de procréation. On s'aperçoit que si on est dans la procréation, c'est un autre monde. C'est une autre pièce, c'est une autre ville que si on est dans la naissance. Chaque fois, c'est hétérogène. Et quand on essaie de penser, c'est comme si on avait un système référentiel, on dit « Ah, voilà, les spécialistes de l'AMP, ils ont touché à ça, ils ont touché à l'âge de la femme, à l'âge de l'ovule, à l'âge du spermatozoïde et tout. » Et on les dénonce alors qu'en fait, on est tous dans cette même situation. Alors, pour répondre à votre question sur le débat sur le temps, on a eu une discussion à la Fondation Agalma, qui sera sur Internet, René Friedman. C'est assez troublant parce qu'il y a 2 jours, et il a été invité à Genève, la Fondation Agalma, agalma.ch, pour y voir cet entretien. Et en fait, la discussion a convergé sur la question du temps. C'est-à-dire que René Friedman a pu le dire à lui-même, enfin j'ai compris qu'il m'a dit que, au fond, un embryon c'est du temps, c'est un dispositif temporel, c'est du devenir potentiel. Donc on a effectivement, vous avez raison, dans votre intervention sur le temps, c'est-à-dire on a une grande question sur le temps. Et je terminerai en disant le point difficile touche à ce que j'appellerais la mort dans la procréation. Parce que ce gel du temps, ce temps suspendu, ce temps non-temps, on pourrait dire des limbes, hors du temps, hors des lieux, et justement une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le temps, et pour la penser, il faut penser à la mort dans la procréation. Platon, le banquet, avant que les médecins de procréation médicalement assistée ont posé des questions nouvelles, a une phrase, donc, en fait c'est Socrate qui reporte une phrase de Diotima, et qui m'a énormément frappé, parce que c'est quand même quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire qu'il dit la procréation touche la part d'immortel dans le vivant mortel. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement un gel du temps ou une temporalité, mais c'est vraiment cette question très particulière qui fait que quand on met quelqu'un dans la vie, on le met aussi dans le processus du devenir mortel. Et que vie et mort,
à ces deux extrémités que la naissance, la conception et la disparition sont nouées, et on a de la peine à le penser. Alors on utilise éternité, temps, congélation, commencement, début, origine, et on se perd, parce que ça touche, c'est ce paradoxe de la conception qui touche avec la mort. Merci, professeur Friedman, vous avez encore un élément de réponse? Oui, pour poursuivre la discussion, mais comme beaucoup, parce que c'est effectivement complexe. C'est-à-dire que nous sommes en même temps tous décalés, et en même temps, effectivement, il y a quand même cette notion du temps suspendu par rapport au stade embryonnaire. Et avec la complexité que lorsqu'on parle de l'embryon, on ne parle pas de l'enfant. C'est-à-dire que on est dans la potentialité de l'enfant. Donc en fait, c'est l'intentionnalité d'avoir un enfant qui de toute façon est toujours s'inscrit dans le temps différemment. À un moment donné, je dirais, on n'a pas ce des enfants, il faut pour qu'il est étalé dans le temps. Alors il rencontre simplement effectivement un décalage physiologique naturel avec l'ovulation que je racontais tout à l'heure. Et puis il y a aussi avec le fait nouveau, effectivement, dans l'humanité, la possibilité de congeler, et peut-être très très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut penser, quand on pousse un peu les murs, c'est qu'un embryon congelé aujourd'hui peut garder un siècle. Donc là, effectivement, on est quand même dans des notions qui bougent. Donc c'est une complexité, parce que d'un côté, c'est vrai que je dis souvent cette phrase-là pour dédramatiser, je suis content que vous l'avez employée, parce que c'est vrai que ça permet, ça ne résout pas tout à fait tout pour être honnête. Parce que quand même, cet embryon qui est un potentiel, mais parmi tous ces potentiels, il y en a peut-être un, effectivement, qui donnera un enfant. Et lui, effectivement, il y a une notion du temps, parce que si on était bouddhiste, ben, on savait un enfant qui naît chez certains courants bouddhistes, il a 9 mois. Donc alors là, il a 5 ans plus 9 mois déjà à la naissance. Donc là, l'état civil, on est mal barré. Enfin, les personnes, justement, le couple demande à poursuivre. Donc dans la situation comme ça devait être revue 5 ans plus tard, voilà, on verra ce que ça donne. Pour le témoignage que vous avez fait, je n'ai pas de commentaire, bien sûr, en dehors du fait que je crois que quand on vit des situations difficiles, quelles qu'elles soient, et le fait d'arriver comme enfant, même naturellement, sans ces histoires de compatibilité, mais dans une famille où il y a d'autres enfants qui, eux, ont une maladie, se dépassant. Donc c'est une histoire personnelle, familiale, à chaque fois, ce n'est pas simple, bien sûr. Sur l'âge des mères, il y a une tentative d'un certain nombre de femmes de dire c'est pour nous un moyen d'être à égalité par rapport aux hommes qui, eux, ne sont pas limités dans le temps. Et par féminisme, on pourrait abonder dans leur sens. Or, nous savons, et Janine Hall vient de le dire, que la courbe des complications croît avec l'âge et qu'il y a bien un moment où la grossesse devient risquée et elle ne l'a pas évoqué, mais il y a même du risque vital puisque certaines femmes ont des taux d'AVC, d'infarctus, d'embolie pulmonaire qui augmentent avec l'âge. Il y a donc d'un côté une voie logique d'égalité des droits entre hommes et femmes qui pourrait s'exprimer, et de l'autre côté, une voie raisonnable et médicale qui pourrait dire non, pas au-dessus de tel ou tel âge. Alors, tu as évoqué 50 ans. Est-ce que tu penses qu'il faudra qu'on légifère sur cette question? Et si oui, comment? C'est fait, c'est déjà légiféré, puisque normalement, nous n'avons pas en tant que médecin l'autorisation de prendre en charge, de quelque façon que ce soit, par progression médicalement assistée, une femme qui a dépassé l'âge physiologique. C'est ça le terme de la loi. Quand j'ai dit 48 ans, oui, parce que c'est grosso modo l'âge physiologique. Alors, je veux dire, maintenant, il faut examiner chaque situation, voir s'il y a des risques particuliers. Je mettrai un petit peu un bémol, parce que nous avons suivi beaucoup de femmes de 42 à 48 ans, jusqu'au... Vous savez, il y a 15 ans, 20 ans, on disait les grossesses âgées, c'était plus de 35 ans. Ensuite, on commençait à sortir dans la littérature, et là, il n'y a pas très longtemps, il y a plus de 40 ans. C'est devenu tellement banal, puisqu'il y a chez nous, il y a 7-8% de femmes de plus de 40 ans qui accouchent. Et j'ai regardé sur les femmes de 42 48 ans, donc plus on avance dans l'âge, plus c'est une ovocyte, mais pas systématiquement. Je pense que jusqu'à cet âge-là, ce sont des risques qui sont contrôlables et maîtrisables.
faut-il qu'il n'y ait pas de choses particulières, bien entendu, des fois on fait un mélange. Mais je dirais, voilà, c'est peut-être une donnée sur laquelle il faut qu'on regarde réellement. On pourrait avoir des données plus grandes, plus nationales, mais peut-être que jusqu'à cet âge-là, c'est une passe catastrophique. Ça demande une médicalisation et un choix et une information, bien entendu. Au-delà, là, on rentre dans les vraies difficultés. Impact sur les enfants à naître. La santé des enfants, apparemment, aussi bien les données des expérimentations animales que les données humaines, montrent que la congélation en tant que telle n'a pas d'effet particulier sur la santé des enfants. Ça peut avoir un effet immédiat, c'est-à-dire que les cellules qu'on a congelées peuvent être moins aptes à se développer après décongélation. Et à ce moment-là, il y a des fausses couches si c'est un embryon, ou la malformation si c'est un aussi. Mais si la grossesse est immunitaire, la plupart des études qui sont menées pour suivre les enfants, et maintenant avec un certain recul, parce que la première congélation embryonnaire dans l'espèce humaine, c'est les années 80, 20 ans, sans faire la façon de main indiquer que la santé des enfants sont particulièrement. Est-ce que je peux profiter? J'abuse. Est-ce que moi je voudrais revenir sur certaines personnes qui avoir parlé de l'immortalité, parce que je trouve que c'est vraiment un des points qui m'a toujours marqué dans ces problèmes de questions liées aux congélations et conservation du mal des embryons. C'est ce que d'une certaine manière, à travers ça, c'est pas chercher une forme d'immortalité, pouvoir procréer indéfiniment, dans quelques circonstances que ce soit, il n'y en a pas que ce soit, mais si vous êtes un mort. Parce qu'à partir du moment où ces embryons, ces gamètes ont été conservés, et qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour faire naître un enfant, même si la personne concernée est décédée. Et non seulement dans le fantasme qu'on dit, mais dans la réalité. Et donc là, je crois que c'est vraiment des questions qui se posent à nous et qui vont très mal. Parce que, par exemple, ça ne s'est pas passé en France, mais aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on a proposé aux soldats qui partaient combattre en Irak de congeler leur sperme avant de partir en Irak. Pourquoi on leur a proposé de congeler leur sperme et de conserver leur sperme alors qu'ils partaient faire la guerre en Irak? Sinon parce qu'ils risquaient de mourir, de décéder, et que bon, malgré tout, ils pourraient procréer après leur mort, si on avait gardé le sperme avant qu'ils aillent faire la guerre. Et donc ça, pour moi, c'est des vraies questions, cette technique. Alors, encore une fois, introduit des possibilités qui nous interrogent, nous perturbent un peu quelquefois, parce que l'homme, l'être humain, est toujours dans cette recherche d'immortalité, et que peut-être, d'une certaine manière, peut-être on est plus là, mais la procréation transcende la mort, et que finalement, on ne pourrait pas procréer après sa mort. Merci pour cette conclusion sur la question très ouverte de la procréation après la mort. Le débat touche à sa fin, il est presque 18h. Je vous remercie pour la qualité de votre écoute, la qualité des questions. Merci à vous cinq pour votre participation et pour le niveau, je pense, très élevé des débats. Professeur Lisan, il va y avoir un intermède artistique avant le prochain. On fait un intermède de 5 minutes, puis on a un intermède artistique et on enchaîne sur la France est-elle un pays eugénique. Donc merci aux orateurs, bravo.